Notre enfance est le terreau de notre vie d'adulte. De nombreux mécanismes se sont forgés dans notre enfance auprès de nos parents. Les Français, d'après certaines données chiffrées, sont les personnes qui ont le plus de mal à se sentir heureux. Ils ont pour, a priori, habitude d'utiliser alcool, médicaments, drogue pour éviter de penser à leur état. Petit Papa Noël! Oh la vache, doit être bourré! Nous serions donc en difficulté pour reconnaître le bonheur et donc de savoir le savourer. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Comment peut-on faire en tant qu'adulte pour transmettre cette notion à nos jeunes? Peut-on l'apprendre en même temps qu'eux? Allons voir cela ensemble. Suis-je heureuse? Êtes-vous heureux? S'il y a bien une question difficile à se poser ou à poser aux autres, c'est bien celle-ci. Nous serions vite en difficulté pour y répondre. Pourtant, c'est une question essentielle. Pour moi, le vrai bonheur, c'est de trouver sa place, de trouver ce pourquoi tu es fait et de le faire. Lorsque l'on se positionne, on réfléchit à notre rôle d'adulte auprès des enfants. Les questions qui nous viennent à l'esprit sont un peu plus pragmatiques, concrètes. Dort-elle bien? Mange-t-il suffisamment? Est-il bien habillé? On se pose ces questions-là, et puis des fois, quand on a la possibilité, on va même un peu plus loin. On va essayer d'apporter ce que nous n'avons pas obtenu étant enfant, comme par exemple des loisirs, des cadeaux dernier cri, cela peut être de nombreuses choses. Mais est-ce que lorsque nous faisons cela, nous ne nous éloignons pas de l'essentiel? Nous tentons de combler ce qui ne l'a pas été dans notre propre enfance, mais pour autant, est-ce que par ces principes, cette façon de fonctionner, ces actions, nous permettons à nos enfants d'être dans la félicité? Si ces éléments peuvent y concourir, ils ne sont malheureusement pas suffisants. En revanche, les pays nordiques, quant à eux, réussissent à acquérir ces notions de bonheur, d'être heureux. Comment le font-ils? Eh bien, nous allons tenter de récupérer, de voir ce qu'ils font pour pouvoir les récupérer pour nous. Pourquoi est-ce que les petits Danois sont plus heureux que les autres enfants en Europe? Si on choisit le premier axe, c'est celui de la famille. Qu'est-ce qui est différent dans leur famille et dans les nôtres? A priori, on pourrait commencer par tout ce qui est lien, tout ce qui est moment passé en famille entre les parents et les enfants. Je pense que les enfants sont heureux quand ils peuvent passer du temps avec leurs parents. En effet, pour eux, c'est un des instants privilégiés et par exemple, ils pratiquent les jeux de société pour justement créer ces moments ensemble. Comme le jeu est important pour la construction de l'enfant, les parents scandinaves, eux, leur permettent de le faire à l'extérieur et donc en utilisant le maximum de temps pour qu'ils puissent jouer dehors, en forêt, dans les parcs ou ailleurs. Dans cet esprit-là, ils passent peu de temps à l'école, en tout cas le moins possible, afin de pouvoir rencontrer le monde et vivre dans le monde. Ils ont aussi pris cette habitude, celle d'interagir avec leurs enfants, de les interroger. Ils le font a priori de façon fréquente, c'est « qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là ?» Cet échange est formateur puisque, en effet, le jeune peut ainsi donner sa propre opinion, l'argumenter, poser des mots, le développer, et c'est ainsi que se forge l'esprit et sa façon de s'exprimer qui ensuite permet à l'autre de comprendre là où il en est. L'interaction donc se positionne aussi dans les désirs et les besoins de l'enfant puisque il lui pose la question « qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez ?» afin de voir eh bien, s'il est possible de le faire. Ces échanges sont nourris aussi quand le parent décide de poser « mais est-ce qu'on pourrait, la question suivante, est-ce qu'on pourrait faire autrement ?» Et c'est vrai que se positionner avec ce type de questions, ça permet la réflexion, ça la suscite, et peut-être que les enfants ont de nombreuses idées tout à fait intéressantes à partager. En ayant été entendu et écouté, parce que l'enfant a pu donner sa parole, eh bien celui-ci se construit dans la confiance, et ainsi intègre les interactions sans distinction d'être soit un adulte
ou à un enfant. S'il est important dans ces pays-là, comme dans les nôtres, d'offrir une sécurité à nos enfants, qu'elle soit au niveau, je sais pas moi, le casque pour le vélo ou les notions de sécurité routière, des choses assez basiques, eh bien il y a aussi une autre sécurité qui est encouragée dans ces pays-là. Eh bien c'est ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Comment ? Eh bien ils ont un langage rassurant, c'est-à-dire que les parents indiquent que tout va bien. L'idée n'est pas d'éviter d'indiquer qu'il y a des problématiques, on les indique à un certain niveau, mais dans l'idée générale, c'est de dire que les parents sont présents, responsables, et qui font tout pour que ça aille au mieux. Ainsi, l'enfant est rassuré et peut grandir le mieux possible. Vous voyez, il y a donc ce premier point sur la famille, mais il existe aussi des éléments différents au sein de l'école. Les enfants danois sont plus heureux que d'autres enfants en Europe. Qu'est-ce que tu en penses ? Si c'est vraiment le cas, je pense que ça a à voir avec notre école maternelle et notre système scolaire, même si on peut lui reprocher des choses. Le fait de ne pas passer toute sa journée à l'école donne un peu plus de temps pour d'autres activités. L'empathie est transmise à l'école. Comment ? Eh bien, par exemple, par la compréhension des expressions du visage. Ainsi, l'enfant découvre ce que l'autre adulte ou enfant pense, ressent grâce aux expressions du visage, et ça lui permet donc eh bien, de s'adapter en fonction de ce qu'il perçoit. Ils vont même plus loin puisqu'ils encouragent à être un bon ami. C'est-à-dire qu'à l'école, on explique ce qu'est un bon ami, donc comment il doit se comporter, comment il peut être soutenant, afin que l'enfant puisse l'intégrer et le pratiquer. En plus, ils valorisent le travail en groupe, c'est-à-dire comment ensemble parvenir à un résultat. Donc là, vous voyez bien qu'il s'agit de transmettre la coopération, la collaboration, afin de trouver les solutions les plus pertinentes et les plus adaptées. La différence se situe aussi, à mon sens, de façon importante sur la confiance. En effet, lorsque les parents, par exemple suédois, évoquent la confiance, ils disent bien qu'ils la donnent d'emblée et qu'ils ne la retirent pas en fait. Ils font confiance à l'enfant pour qu'il puisse prendre ses propres décisions, grandir, évoluer. Et non, le but dans cette démarche-là, c'est bien que non seulement que vous donniez votre confiance, mais qu'en retour, vous la receviez de la part du jeune. Les éléments que je viens de vous citer qui sont mis en place à l'école peuvent tout à fait être repris au sein de votre foyer. Donc n'hésitez pas à prendre l'une d'entre elles ou toutes. Ces adultes vont plus loin dans la réflexion puisqu'ils voient aussi, en tout cas ils cherchent, à constater les erreurs qu'ils peuvent commettre, afin bien entendu de les éviter, de les amoindrir. L'une d'entre elles serait dans la projection, c'est-à-dire dans le fait que le parent fasse porter sur son jeune ses besoins et ses propres envies. Dans l'idée, il fallait reprendre l'affaire familiale, quoi. Tu vois, le daron, il s'appelle Edgar Yves Monnou. Il m'appelait Edgar Yves Monnou Junior, donc a priori, le gars avait des plans pour moi. Hein, d'accord. Là, ils alertent et ils disent que ce qui est important à ce moment-là, lorsqu'on le perçoit, quand on le conscientise, eh bien, c'est de prendre un temps d'arrêt et de regarder son enfant évoluer, grandir et dire « Oh là, il ne prend pas la direction que j'avais envisagée pour lui. » Il s'agit alors de vérifier que ce sont vos propres besoins et non pas ceux de votre enfant. Puis de revenir à la valeur centrale qui est importante pour chaque parent. C'est bien de dire que l'on veut que cet être humain ait sa propre personnalité, qu'il devienne qui il souhaite et non pas qui nous voudrions qu'il soit. Avec ce changement de regard, eh bien, on garde pour soi ses propres rêves, ses propres problèmes et on laisse son jeune acquérir sa propre personnalité. Alors que profondément, nous voulons qu'ils soient vraiment eux-mêmes, qu'ils trouvent le bonheur en l'étant eux-mêmes, qu'ils soient heureux d'être ce qu'ils sont. Si les informations que je viens de vous communiquer vous ont plu, intéressé, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, en mettant un like ou bien un commentaire. Merci. Je lis des livres, je regarde des vidéos et là j'utilise la comparaison pour vous montrer des éléments. La comparaison, ce n'est pas quelque chose que je valorise et que je préfère, puisque derrière, il y a forcément un jugement. Mais l'idée est là plutôt de se saisir de nos différences pour pouvoir améliorer notre rôle parental. À titre personnel, de nombreuses choses que je vous ai citées, je les ai pratiquées, je les ai mises en place, plus ou moins difficilement. Je vous avoue que la plus difficile actuellement, sur laquelle je travaille encore, c'est la confiance. Il est vrai que de par mon éducation,
facilement je vais mettre en défiance mon enfant, ne pas lui faire confiance sur certains éléments comme la durée des écrans ou des choses comme ça. Et bon, je travaille encore sur moi pour réussir à aller au-delà. Je vois bien l'intérêt à aller vers la confiance. J'ai des freins et je les lève petit à petit. Et vraiment, j'ai à cœur que vous puissiez vous faire la même chose en fonction des propositions que vous avez choisies dans la liste. Au plaisir de lire si vous avez réussi à mettre l'une d'entre elles en place et ce que ça fait dans votre famille.